pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je dis quelques mots et puis on se lancera corrigerai si c'est pas juste. naturellement. Je vais faire des raccourcis. Donc, tu es prêtre, avant ça moine capucin. On en reparlera peut-être en détail. Tu es connu ici à Liège. Tu es une des figures marquantes du quartier, d'abord du quartier Pierreuse, qui est ici à 2 pas, où tu as lancé de nombreux mouvements, où encore aujourd'hui, tu habites et tu accueilles des sans-abri. Tu es à l'origine d'innombrables initiatives citoyennes. Tu as été impliqué en politique. Tu as même été sénateur. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc tu es une figure de ce monde associatif, pas seulement associatif, mais de ce monde de l'action sur le terrain. Tu agis aussi à la campagne dans ton village natal, je crois, du côté de Ouam, c'est dans le Hainaut. Et donc toute cette activité qui est à la fois foisonnante et en même temps qui fait désordre parfois, c'est-à-dire on voit en toi un électron libre, quelqu'un qui une grande gueule aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc j'aimerais faire le tour de ça, c'est-à-dire de cette légende. Il y a une légende Germain Dufour, en tout cas à Liège, mais aussi de ton action concrète sur le terrain. En commençant peut-être, avant d'entrer vraiment dans ton parcours à toi, par faire la clarté pour nous profanes sur cette distinction entre être prêtre, être moine capucin, être prêtre ouvrier. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences et comment est-ce que toi tu es entré assez jeune dans ce monde? Oui. Bien. Alors, je suis plus un tout jeune, donc c'est l'histoire ancienne. L'histoire ancienne, c'est encore la période de Pie XII. Hein, on arrive au début d'idée qu'il pourrait avoir un concile. Et à l'époque, tous les ados comme moi, 17-18 ans, l'Église catholique romaine, une vieille grand-mère à mettre à la poubelle. Franchement, on n'était pas très excité sur la religion. Au contraire, c'était plein de contradictions. Un été noir. Et quand vous êtes jeune, vous avez besoin d'enthousiasme, d'utopie, et pas de morale, et puis d'obligation, d'interdiction. Tout ça, c'était absolument imbuvable. Donc, je me suis dit, franchement, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je ne voulais pas vivre pour l'argent. Ça, c'était clair dans ma tête. Une réaction par rapport à la famille. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Je ne voulais pas vivre pour l'argent. Je voulais vivre avec un idéal. Les autres, probablement. Et j'ai eu un bête copain, de Réto, hein, qui est rentré chez les prêtres ouvriers en France, qui était l'alternative à ce moment-là dans l'Église. Ça m'a fort interpellé parce que je ne connaissais pas du tout la façon dont il me parlait de Jésus de Nazareth. Moi, Jésus, c'était toujours Jésus-Christ, hein, avec tout ce qu'il y a de décorum. Et lui, il parlait d'un Jésus de Nazareth, homme avec les hommes, militant, contestant, enfin, etc. Et justifiant, bien sûr, toutes ses activités syndicalistes et autres dans les bidonvilles de Nanterre, près de Paris. Donc ça m'a fort interpellé et du coup, ça m'a séduit, évidemment. Quand on est jeune, on pourrait très bien être djihadiste, on pourrait très bien être ONG, enfin, on est plein d'idéaux, on a envie de se donner pour un petit peu qu'on tourne dans le bon sens, on sera bien vu, si on tourne dans le mauvais sens, on sera mal vu. Donc voilà. Et je suis donc rentré dans un circuit, je dirais, habituel des personnes qui sont candidates à devenir moines, et je ne voulais pas devenir prêtre. Parce que je trouvais que les prêtres, c'est toujours ce côté clérical dont je voyais qu'on souffrait beaucoup déjà. Hein, c'est pas fini. Hein. Donc, je voulais plutôt rester simple plouc, comme on dirait. Je me suis dit que je devais découvrir ce monde. J'avais envie de servir aussi. Et j'ai eu la chance qu'on ne m'a pas mis dans un circuit type séminaire. Ça, c'est vraiment une grande chance, presque une providence. Et j'ai été simplement, comme tout le monde, à l'UNIF. D'abord en France et puis après à Leuven.
J'ai fait des études à la fois de théologie et de philosophie, mais teintées d'histoire de l'Église, d'histoire tout court, teintées aussi de l'histoire de l'art, de l'orientalisme. Et donc tout m'intéressait. Je n'étais pas un brillant élève, mais je n'étais pas non plus le dernier. Donc j'ai jamais doublé. Et ça m'a permis finalement de traîner mes culottes jusqu'à 27 ans sur les bancs de l'UNIF. Et puis donc en 70, les big boss ont dit maintenant, tu choisis, prêtre ou pas prêtre. Et pour l'anecdote, moi je voulais vivre dans le pays des Afars, c'est à Djibouti anciennement. Et dans ce pays des Afars, je voulais faire de la recherche islamo-chrétienne, hein, sur des mots qui pouvaient être communs du temps du prophète Mohammed avec les moines abyssiniens, et donc qui ont été l'origine de cette utopie de 23 ans qui a duré à Médine, où ensemble, juifs, chrétiens et musulmans géraient une nouvelle ville. Hein. On aurait dit une ville de la paix, quoi, quelque part. Et donc moi j'étais très preneur dans ce truc-là. C'est comme ça que je suis devenu prêtre, parce que si jamais j'étais là-bas, qu'on aurait besoin d'un prêtre, autant qu'en ait un. Mais pas vraiment parce que je voulais devenir... J'ai pas eu d'appel. Comme ça, un appel téléphonique du bon Dieu me disant « Je t'ai choisi toi ». J'y crois pas d'ailleurs. Mais bon, voilà. À ce moment-là, quand tu deviens prêtre, c'est plus à la demande finalement des personnes que tu pourrais rencontrer là-bas à Djibouti. Et où finalement tu n'es pas parti. Je ne suis pas parti. Puisqu'il y a eu des événements là-bas, il y a eu une perture des... Ordonné août 70, le ticket dans la main, je crois que c'était pour septembre de 1970, et puis arrivent des événements à Djibouti, la Légion française intervient, et pas question que les petits Belges voient ce que éventuellement les Français ont pu faire comme dégâts collatéraux dans la façon de sauver leurs meubles. Et donc suspendu et envoyé provisoirement à Liège en octobre 70. Provisoirement. Provisoirement. C'est ça. Ceci était mon domicile, 7 rue Fonsaint-Servet. Est-ce que les habitants du quartier savent contre quoi se battre? Moi, je pense que oui, parce que la plupart des habitants ont fait une démarche, par exemple, et devenant propriétaires de leur maison, ou bien ayant envie de la réparer, ils ont demandé souvent une autorisation. Et plusieurs fois, ça a été refusé, soit parce qu'il y avait menace d'expropriation au niveau des notaires, soit au niveau donc partie supérieure, parce qu'on ne savait pas exactement l'avenir non plus du haut avec l'installation des hôpitaux. Or, ça, c'est quelque chose qui les concerne directement. Ma maison, mes fenêtres, mes portes. Oui. Le problème, maintenant, c'est de les mettre... je crois qu'ils ont conscience aussi du problème général. Cette autoroute qui s'avance vers tout le bas et qui risque de tout emmener avec elle. Là où ils ne sont pas encore conscients, c'est la transformation de l'habitant. Que le quartier ne sera peut-être plus un quartier d'ouvriers, même si on sauve les pierres. Pour notre part, maintenant, nous essayons surtout de faire, en tant que comité, ce que personne ne veut. Par exemple, les maisons qui étaient les plus mauvaises, on essaie au contraire de les sauver eux aussi. Comme ça enlève le découragement que des voisins pourraient avoir. Et on a commencé donc à se dire, puisqu'on est conscient de tout ça, il faut que les gens qui y habitent soient conscients de ce qui les entoure et s'en rendent plus compte parce qu'ils sont habitués. Ils s'imaginent qu'un building, par exemple, c'est mirabolique et que ça va être formidable. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont perdre en allant là-dedans. Alors, on a commencé donc à faire une certaine animation, surtout des enfants, une animation aussi de connaissances, de petites fêtes. Avec la jeunesse arabe notamment, ça avait bien marché. Et chaque fois qu'il y avait un Michui, tout ça, ça sentait bon. Et pour nous, c'était une éducation. Donc, c'est pas nécessairement nous qui voulons apprendre des choses aux gens, mais au contraire,
On estimait que tous les Méditerranéens avaient quelque chose à nous réapprendre. Hein, une notion du temps, une notion de l'accueil, de l'hospitalité, sens de la vie des enfants, une sorte d'éducation un peu dans la rue, de choses que notre académisme avait fort brimé. Je suis né quartier de Pierreuse, dans une chambre sans salle de bain, qui a maintenant un building très beau, 20 étages, cage à la peine. Pas un arbre, pas de vie, et non mais qu'on démolit, il y a des autres dans mon lit, on en personne n'est la vie. Le temps n'est plus des processions, des cortèges folkloriques qui parcouraient Pierreuse. Mais il arrive qu'on retrouve maintenant le sens de la fête. Mai, on va vous donner des fleurs. Hein? Alors, on vous demande de le mettre à votre fenêtre. Comme ça, c'est un petit peu plus gai. La mar que te vayas, salado Pepe, ya la mar que te vayas, me voy por verte. Ah. La plupart du temps, c'était à l'occasion de petites fêtes que les choses se sont sensibilisées. À partir de l'école, à partir de la rue, à partir du local des Arabes ici en dessous, ou du local des Italiens. C'est un peu comme ça. Ou alors d'événements. Un gosse se fait renverser par une voiture, tout le monde en parle, tout le monde se dit c'est quand même scandaleux, il y a des sauvages qui passent dans la rue. Alors, on essaie de récolter les avis des gens et de ça, on dégage plus ou moins une impression et ce qu'il est bon de demander. Je ne dis pas toujours qu'on sent juste, hein, parfois on se trompe. C'est peut-être pas encore assez naturel au point de vue du quartier. Comment ça pourrait le devenir plus? Je crois qu'il faut aller vers des assemblées générales plus que vers un comité de quartier. Dans un quartier comme ceci, je crois que le comité, ça fait un peu relent, quartier commerçant, ça fait un peu quartier... ça ne correspond pas à la nature du quartier. Et là, c'est le début de l'aventure du quartier Pierreuse, où tu es encore maintenant. Avec là, la première constitution d'une communauté mixte, c'est-à-dire avec des musulmans, avec des chrétiens, avec des non-croyants. Alors ici, on a voulu vraiment faire une structure qui était 3 chrétiens, 3 musulmans et 3 non-croyants. Parce qu'on avait vraiment peur, devant le mode de l'immigration, d'être victime quelque part d'une récupération de ces gens. Hein. On ne voulait pas paraître comme ça, on voulait simplement être au service. Alors ça a été tout de suite, bien sûr, des choses comme la boutique de droit, comme une maison médicale, tout ça en Pierreuse. Hein. Il y a eu aussi très rapidement la maison des jeunes, il y a eu très rapidement les ateliers créatifs, il y a eu les cours d'alphabétisation pour les rattrapages scolaires des enfants, cours école de devoirs, donc, ou alors cours d'alphabétisation pour les mamans. Hein. La population de Pierreuse à l'époque était surtout sicilienne en haut et tout le bas était marocain et turc. Hein. Donc c'était facile quelque part. Le quartier de Pierreuse était déjà un quartier relationnel en soi. Hein. Donc en plus c'était des cultures relationnelles. Donc, il ne fallait pas grand-chose pour que ça marche bien. Il y avait aussi une volonté de faire un débat chez nous permanent. C'est-à-dire que le soir, quand on se retrouve, ce ne soit pas simplement, disons, une lecture religieuse de la société. On avait besoin de prendre une lecture politique. Hein,
parce qu'on se rendait bien compte, depuis déjà longtemps, enfin moi personnellement, que la pauvreté, c'est la conséquence, la précarité ou l'immigration, c'est la conséquence de choix politiques, hein, ou c'est le fait qu'on n'a pas donné des réponses politiques. Hein. Et à l'époque, ça c'est évidemment... il y en a d'autres ici qui pourraient parler parce qu'ils étaient là aussi. À l'époque, donc, on arrive aux grands dégâts que Jean Lejeune veut faire. Donc, il démolit 600 maisons au centre de Liège pour faire traverser l'autoroute. L'autoroute arrive jusqu'au cadran maintenant. Donc là, le dégât a été fait. Ça, c'était à peu près 200 maisons qui ont disparu, comme ça, sous qu'elles aient de la valeur historique ou pas, peu importe, lui, il volait l'autoroute. Et puis l'autoroute devait passer sur toute la rue du Palais, donc elle passait sur forcément Volière et sur le bas de Pierreuse, toute la rue du Palais. Le musée de la vie wallonne était au milieu de l'échangeur d'autoroute. On rappelle que tout le bas de quartier de Pierreuse était bien sûr exproprié, était vide. Donc tout ça, maison de l'État, maison de la ville, allait retrouver un nouveau souffle par ce qu'on appelle une sorte d'autogestion du logement. Il y a eu des essais, mais ils n'ont pas duré, de légalisation des squats, à l'époque aussi. Donc, dire, est-ce qu'il faut vraiment que les personnes pauvres, c'est toujours mon combat, d'ailleurs 20 ans après, je continue encore partout où je peux passer à dire, mais quand est-ce qu'en Belgique, on aura des couilles au cul pour pouvoir oser quelque part dire, on va dépénaliser l'habitat collectif. La solidarité naturelle entre amis, entre familles, permettrait d'éradiquer 50% de la misère à Liège, aujourd'hui en 2015. Parce que le Liégeois, il a le cœur sur la main, il est prêt à aider un frère, une sœur, un voisin, un copain, etc. En disant, tu t'en sors pas, tes fins de mois sont difficiles, viens habiter chez moi, on va un peu se serrer pendant 1 an, 6 mois, et puis tu vas pouvoir redémarrer. Mais non, c'est impossible. Parce que si vous faites cela et que vous êtes un assisté social, CPS, chômage, si vous êtes pensionné, vous allez être pénalisé sur vos revenus, puisqu'on va estimer que vous profitez d'un système alors qu'en fait, vous voulez vivre une solidarité. Pas simplement pour avoir une relation, mais simplement pour essayer de faire que cette ville fonctionne pour beaucoup plus de bonheur. Parce que c'est ça qu'on cherche finalement dans la vie, c'est être heureux. Toi-même, on est venu te chercher, c'est-à-dire que c'est Raymond Jans dont tu viens de parler qui t'a contacté, parce que alors, tu dis que tu as les quartiers du centre dans la peau, mais c'est lui qui vient, non mais je me suis un peu renseigné, c'est lui qui vient te voir et tu vas devenir son adjoint et puis tu vas faire ce parcours à Écolo. Donc on est dans cette réaction aux grandes démolitions de Liège dont tu as parlé, c'est le succès d'Écolo à ce moment-là. Tu acceptes de devenir l'adjoint de Raymond Jans à mi-temps, voilà. Et le reste du temps, tu veux continuer à faire ton boulot, et ton boulot, c'est balayeur de rue dans la ville. Donc tu es balayeur le matin, et tu es adjoint de l'échevin à l'urbanisme de Liège l'après-midi, plus tous tes autres projets. Donc c'était très important, parce que je ne voulais pas quitter comme ça du jour au lendemain toute une communauté auquel je m'étais identifié. 2, je pense que mon allergie au pouvoir ecclésiastique a très vite compris que le pouvoir politique était sans doute du même ordre. Et donc, il fallait garder une sorte de paramètre pour ne pas que ça vous tourne la tête, parce qu'on est vite récupéré. Et puis, peut-être que c'était des choses qui n'allaient pas durer, ce qui était effectivement. Donc, il fallait quand même aussi ne pas se prendre pour plus qu'on est. C'était bon de... J'avais parfois pas le temps de me changer au point de vue vestimentaire, donc c'était parfois un peu drôle, mais bon voilà. Et ma poubelle était parfois un petit bureau permanent de gens, parce que je notais sur mes sacs poubelles, c'est encore des sacs papier à l'époque, donc je notais toujours si j'avais vu quelque chose qui je trouvais que ça pouvait alimenter éventuellement une réflexion au niveau politique, il fallait le noter quelque part, et donc... Voilà, c'était amusant. Oui. Alors après, on n'est pas obligé de... Les médias, d'ailleurs, se sont beaucoup servis de moi à ce niveau-là. Oui, tu étais une figure médiatique, effectivement. Alors, le ramdam médiatique, tu connais. Mais donc, tu as été sénateur. Tu es resté... C'est combien de temps sénateur écologiste, seulement 4 ans. De 4 ans, c'est ça, élu. Mais je voudrais maintenant qu'on revienne à quelque chose qui t'occupe encore aujourd'hui et qui est l'espace fraternel en Pierreuse, qui est fondé à peu près à cette période-là aussi. Qu'est-ce que c'est l'espace fraternel? Donc ces maisons de Volière, cette ancienne école qui a été transformée en foyer d'accueil, en foyer de vie communautaire en fait.
C'est parti d'un constat, mais qui est pas de moi, qui est un constat qui est établi depuis déjà longtemps, c'est que, vivre ensemble coûte moins cher que vivre seul. Or, comme les gens sont coincés et sont dans la précarité, s'ils se mettent ensemble, ils s'en sortiront mieux. Alors, nous avons eu longtemps une maison au coin de la rue Volière et de la rue Pierreuse, où on s'était dit, voilà, on met ensemble, mais on ne veut pas non plus d'une maison d'accueil. Parce que chaque fois qu'on rencontrait un SDF, je reviens de nouveau dans les années 83, 87, chaque fois que je rencontrais un SDF, il me disait ah mais dans les maisons d'accueil, on est exploité. Dans la mesure où vous n'avez pas la clé, vous devez rentrer pour 11 heures au soir, vous ne pouvez pas boire une bière, vous ne pouvez pas fumer un joint, vous ne pouvez pas ramener une crapaud dans votre lit, vous ne pouvez rien faire. Vous avez 40 ans, 50 ans, vous êtes à la rue, vous êtes bien sûr accueilli, sans logis ou ailleurs, mais ce n'est pas pour nous. Nous, on a besoin d'être nous-mêmes, on a besoin de notre liberté, on n'a pas de sous pour rentrer dans le système locatif. Et puis, bien sûr, comme on n'a pas de fiche salariale, comme on n'a pas une belle gueule, etc., donc aucun propriétaire ne voudra de nous. En plus, on a un chien, donc ça encore moins. Donc, automatiquement, il fallait inventer autre chose. Et donc, on s'est dit, mais on pourrait essayer de promotionner un habitat collectif autogéré. Bon, autogéré, ça venait un peu d'écolo. Habitat collectif, ça venait plutôt de toute la mouvance communiste dans laquelle j'avais aussi un peu navigué. Et donc, parce qu'ensemble, d'abord, on est moins seul. Ensemble, ça coûte moins cher. Et puis, si on mixait les dépendances, eh bien, ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bu, et qui a beaucoup bu, qui ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il a fait hier, eh bien, le matin, il se réveille avec une gueule de bois, mais il sait bien qu'il a déconné quelque part, et donc il a envie d'un peu de rétablir son image. Alors, il est tout à fait disponible jusqu'à midi pour rétablir son image. Mais après, il y a un manque. Après, il faut qu'il retrouve moyen de reboire. Par contre, le dépendant de drogue, lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que le matin, lui, il se réveille, c'est déjà qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour trouver le blé qui va me permettre d'avoir ce que j'ai besoin, que ce soit de l'héros, de la coke, enfin, surtout de l'héros, que c'est des gens qui étaient chez nous. Et qu'est-ce que je vais... Et donc, tant qu'il est dans ça, tant qu'il n'a pas trouvé, tu peux lui demander quelque chose, il va dire oui. Et il peut avoir des responsabilités dans l'habitat collectif autogéré, il va dire oui. Mais en fait, il ne va pas le faire, parce qu'il y a une autre priorité. Par contre, l'après-midi, une fois qu'il a consommé, voilà, là, il est tout à fait, disons, dans le rythme communautaire potentiel. Et les étrangers, les gens qui n'étaient pas des sans-papiers, qui étaient parfois souvent des enfants d'immigrés qui avaient mal réussi dans leur vie, eh bien, donc de seconde génération, eux, avec peu de choses, ils arrivaient à mettre de l'ambiance. Ça, c'est le propre des cultures du Sud. Ça commence déjà un peu avec les Espagnols et les Italiens, mais plus on descend... allez. Quelques lentilles, quelques pois chiches, une petite sauce, et ça y est... il ne faut pas, n'est-ce pas, un beefsteak frites, quoi. Ils savaient cuisiner, ils savaient mettre une ambiance dans la maison à partir de presque rien. Donc c'était un peu le but de cette maison Espace Fraternel. Ce n'est pas une maison d'accueil, tout le monde a la clé, rentre quand il veut. Rien n'est interdit jusqu'à une certaine mesure. Il y a tellement de bâtiments vides. Est-ce que vous ne pourriez pas promotionner plus d'espaces fraternels, c'est-à-dire oser croire que les gens ne sont pas des paumés, que les gens, même s'ils sont dans la précarité, ont des valeurs et que s'ils les mettent ensemble, ils pourraient s'en sortir. L'important, c'est de remettre les gens ensemble, de refaire des liens entre les gens.